Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application très classique du théorème de Gauss. On nous dit ici qu'on considère un plan infini uniformément chargé de charge surface x sigma, et on nous demande de déterminer le champ E créé par cette répartition de charge surface x. Alors il s'agit d'un exemple très simple et très classique du théorème de Gauss, qui peut être limite considéré comme du cours, parce que c'est un des premiers exemples d'application que l'on fait quand on étudie le théorème de Gauss. Donc c'est un exemple qui est plutôt à connaître vraiment par cœur, puisque après, à partir de cet exemple, on peut faire plusieurs exercices, on verra dans d'autres vidéos, des exercices dérivés de cet exemple-là. Alors, d'abord on va rappeler le théorème de Gauss, et puis on montrera la méthode, les différentes étapes pour pouvoir appliquer ce théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit que l'intégrale double sur une surface fermée, c'est pour ça que je mets le tiron parce que c'est une surface fermée, de E scalaire ds est égal à Q1 sur epsilon 0. Avec Q1, le 1 c'est pour dire intérieur, c'est la charge Q qui est à l'intérieur de cette fameuse surface S qu'on appelle la surface de Gauss. Et le epsilon 0, c'est comme d'habitude la constante qui est appelée la permittivité du vide, et qui est souvent donnée dans l'énoncé. Alors, avant d'appliquer ce théorème, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de déterminer dans quel repère on va travailler, c'est-à-dire est-ce qu'on va travailler en coordonnées cartésiennes, en coordonnées polaires ou en coordonnées sphériques. Ici, comme on est dans le cas d'un plan, on va de manière évidente travailler en coordonnées cartésiennes, on travaille plutôt en coordonnées polaires quand on a une figure qui est à symétrie centrale, c'est-à-dire à symétrie axiale, comme par exemple un cylindre ou ce genre de surface de révolution. Ici, comme on a un plan, on va travailler dans les coordonnées cartésiennes x, y et z. Maintenant, il va falloir étudier les invariances et les symétries afin de réduire le nombre de variables selon lesquelles dépend le champ x, y, z, et aussi réduire le nombre de vecteurs selon lequel va être exprimé le champ E. C'est-à-dire que mon champ E peut, a priori, dépendre des variables x, y et z, et il peut aussi être selon les vecteurs ux, uy et uz. Mais ici, on est dans le cas d'un plan infini, donc infini selon x et selon y, puisque d'après le schéma, on voit que le plan de charge surface x sigma, c'est le plan xy, et z, c'est la normale au plan. Donc, vu que le plan est infini selon les axes x et y, on en déduit que le champ ne dépend ni de x ni de y, parce que si je prends un point M n'importe où dans l'espace, si je change uniquement les coordonnées de x, je vois que j'aurai exactement la même configuration, parce que le plan est infini ici, d'où les pointillés, et si je change uniquement les coordonnées y, donc comme ça, et ben j'aurai exactement la même configuration, ça ne changera absolument rien. Par contre, si je change le z, là ce sera différent, puisque je serai plus ou moins éloigné du plan, et donc le champ va dépendre, a priori, de z. Donc ça c'est pour les invariances par translation en x et y. Maintenant on va voir aussi les plans de symétrie et d'antisymétrie de sigma afin de déterminer les vecteurs selon lequel est le champ E. L'idée c'est que je vais refaire un plan ici, le plan en question, et on va considérer un point M qui appartient à ce plan. Et il faut trouver des plans de symétrie ou d'antisymétrie pour la répartition de charge sigma. Alors ici c'est plutôt des plans de symétrie, parce que les plans d'antisymétrie ça va être compliqué pour en trouver. Et donc ce qu'on va prendre c'est tout simplement le plan ici qui coupe, alors qui passe toujours par le plan M, et qui coupe le plan perpendiculairement dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va prendre le plan qui est à peu près, on va dire, comme ça, et donc qui va couper ici le plan selon l'axe Y, donc qui lui est un plan de symétrie pour sigma, puisqu'il y a autant de charges sigma à gauche qu'à droite, puisque le plan est infini. Et donc ça, si on regarde d'après les repères ici, on voit que c'est le plan qui est dirigé selon UY et UZ. Et on sait à ce moment-là que le champ E appartient à ce plan, donc le champ E est dirigé selon les vecteurs UY et UZ. Donc ça veut dire que le champ E ne va pas dépendre du vecteur UX. De la même manière, je peux prendre le plan
qui coupe, mais dans l'autre sens, donc comme ça, qui va couper le plan de cette manière-là. Et ce plan, qui coupe comme ça, hein, est aussi un plan de symétrie, puisque comme le plan est infini en Y, eh bien, il y a autant de charges à gauche, enfin de ce côté-là du plan, que de l'autre côté. Donc ça, c'est également un plan de symétrie, qui passe toujours par le point M, hein, bien sûr. Et ça, si on regarde ici, c'est le plan qui est comme ça, c'est-à-dire le plan selon UX et UZ. Donc ça, c'est le plan UX, UZ. Et de la même manière, comme c'est un plan de symétrie, le champ E appartient à ce plan. Et ce plan UX, UZ ne contient pas UY, donc j'en déduis que le champ n'est pas selon le vecteur UY. Donc si le champ n'est ni selon UX ni selon UY, j'en déduis que le champ est selon le vecteur UZ. Et donc j'ai finalement mon champ E qui s'écrit E de Z selon UZ. Donc ça je vais le mettre ici. J'ai mon champ E. Alors ça on verra que c'est important pour la suite du raisonnement, qui est égal à E de Z selon le vecteur UZ. Donc ça c'est le champ E au point d'abscisse, si on peut dire Z, de hauteur Z. Alors c'est pas terminé, parce que on va en plus déterminer la symétrie par rapport à Z positif et Z négatif. Parce que ici, ce E de Z selon UZ, si on refait encore une fois un plan, on a le Z ici, et ici j'ai E de Z, donc qui est au niveau du point M, qui va être là. De manière symétrique, j'ai le point ici qui est situé, donc on peut dire M', qui est situé non pas à Z, mais qui est situé à moins Z. Et donc ici, j'aurai E, mais 2, moins Z. Or, comme ces deux plans, ces deux points sont symétriques par rapport à sigma, j'en déduis que le champ E est aussi symétrique par rapport à ce plan. Et donc le symétrique de E, du vecteur E, c'est le vecteur qui va être comme ça. Donc j'en déduis que mon champ est vertical vers le haut, ou éventuellement vers le bas. Là je l'ai fait vers le haut, on pourrait le faire vers le bas, ça revient au même, on verra. Et par contre ici, si là il est vers le haut, là il est vers le bas, si ici il était vers le bas, là il serait vers le haut, etc. etc. Mais en tout cas, comme c'est symétrique par rapport à sigma, eh ben, j'en déduis que E est symétrique de cette manière-là. Mais là, ce que je remarque, c'est que ce E de moins Z, je peux l'écrire comme moins E de Z, puisque c'est le même vecteur qu'ici, mais avec un moins. Et si je mets moins E de Z, ben moins E de Z, ça s'écrit moins E de Z selon UZ. Là, je vais juste rajouter un moins, parce que moins E de Z, ben c'est moins ça. Mais maintenant, E de moins Z, je peux aussi l'écrire en remplaçant Z par moins Z. Si je remplace Z par moins Z, E de moins Z, ça me donne E de moins Z selon UZ. Donc là, je peux aussi écrire que c'est E de moins Z selon le vecteur UZ. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai E de moins Z qui est, selon UZ qui est égal à moins E de Z selon UZ. Donc j'en déduis par identification, en simplifiant les UZ, que E de moins Z est égal à moins E de Z. Donc finalement, ma fonction E est impaire. Parce qu'on voit que E de moins Z égale moins E de Z. Mathématiquement, ça veut dire que E est impaire. Donc là, je vais le remettre ici. Hop, E est impaire. Donc là, je le mets comme ça. Mais je vais quand même réécrire en dessous, parce qu'on va voir pour le théorème de Gauss, ça va être important. Je vais écrire E de moins Z sous cette forme-là, c'est-à-dire moins E de Z selon UZ. Donc ici, je vais écrire que E de moins Z est égal à moins E de Z selon UZ. Donc voilà, là je l'écris sous cette manière-là, et c'est cette manière-là que je vais utiliser dans le théorème de Gauss. Maintenant qu'on a fait cette petite étape préparatoire, on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, on le rappelle, il nous dit que l'intégrale sur une surface fermée de E scalaire ds est égale à Q int sur epsilon 0. Donc l'idée déjà, c'est de déterminer ce fameux S qui est une surface fermée. Donc comme surface fermée, on peut prendre n'importe quoi du moment que ça passe par le point M. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ici? Eh bien le plus simple ici, c'est de choisir un cylindre qui va passer, donc le couvercle va passer, enfin il va être au niveau du point M,
qui va être ici vertical et qui va descendre jusqu'au fameux point, justement, M', qui était de hauteur moins z. C'est-à-dire que là, ici, ça, c'est centré, le cylindre est centré sur le plan, avec ici une hauteur petit z, et ici une hauteur également de longueur petit z. Donc là, ici, selon l'axe, là, ici j'ai z, et ici j'ai moins z, avec du coup, comme on l'a dit, ici le vecteur E de moins z qui vaut moins E de z selon uz. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'intégrale double sur la surface fermée de E scalaire ds, et après je calculerai séparément le Q1 sur epsilon 0. Alors pour calculer l'intégrale double de E scalaire ds, il faut regarder les surfaces que l'on a. Ici, on a trois surfaces. On a le couvercle du haut, le couvercle du bas, ainsi que l'aire latérale. Donc on voit qu'on n'a que trois surfaces. C'est pour ça qu'ici on a décidé de prendre justement un cylindre et non pas par exemple un parallépipède rectangle, qui ressemblerait par exemple à ça, qui peut être aussi un carré. Et donc pourquoi on n'a pas pris ça, ce genre de figure? Parce que si on prend par exemple un parallépipède rectangle, on voit qu'on a non pas trois surfaces mais 6. Le couvercle du haut, le couvercle du bas et les quatre faces latérales à gauche, à droite, devant et derrière. Donc là j'ai 6 surfaces alors que ici je n'en ai que 3. Donc alors, ça ne changerait rien, on aurait exactement le même résultat hein, si je prenais cette figure-là au lieu de cette surface-là, sauf qu'au niveau des calculs c'est beaucoup plus simple puisque je n'ai que 3 surfaces alors que là j'en ai 6. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire la relation de charge, parce que comme j'ai 3 surfaces, je vais dire que l'intégrale double sur la surface fermée, c'est l'intégrale double sur S1 de E scalaire ds, plus l'intégrale double sur S2 de E scalaire ds, plus l'intégrale double sur S3 de E scalaire ds, avec S1 qui va être la surface du haut, S2 qui va être la surface du bas, et ce que je vais appeler S3, ça va être la surface latérale tout autour. Alors, on va commencer par calculer l'intégrale double sur S3 de E scalaire ds. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vecteur ds est toujours dirigé perpendiculairement à la surface et vers l'extérieur. C'est-à-dire, si je reprends mon petit exemple de mon cube, ou de mon parallépipède rectangle, pour la surface du haut, donc qui est le couvercle là, j'ai mon ds qui est perpendiculaire, donc vertical, vers le haut, toujours dirigé vers l'extérieur de la surface et non pas vers l'intérieur. À droite, ce sera dirigé vers la droite, vers l'extérieur. En bas, ce sera dirigé en bas. À gauche, ce sera dirigé à gauche. Derrière, ça sera dirigé vers le fond. Et devant, ce sera dirigé devant, c'est-à-dire vers la caméra. Donc ça, c'est les différents vecteurs ds pour mon parallépipède rectangle. Si je fais les vecteurs ds sur mon schéma ici, au niveau de S1, ce sera vertical vers le haut. Au niveau de S2, ce sera vertical mais vers le bas, parce que c'est toujours vers l'extérieur. Et au niveau de S3, alors ça va un petit peu tourner, ça va en gros tourner comme ça. C'est-à-dire qu'à droite, ça va être vers la droite, et puis petit à petit, au fur et à mesure, je vais être comme ça. Donc j'ai mon ds qui est ici dirigé, par exemple comme ça, si je considère le point qui est là. Et bien sûr, à chaque fois, ça tourne. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce vecteur ds, il est parallèle au plan xy. Il est donc, selon x ou y, et puis comme ça tourne. Donc c'est parallèle au plan xy. Sauf que E, on a dit que c'était selon le vecteur uz. Et donc, le produit scalaire va donner 0, puisque uz est orthogonal au vecteur ds. Parce que si je fais mon champ E, on a dit qu'il était vertical. Et donc, comme il est vertical, on voit bien qu'il est perpendiculaire au vecteur ds. Donc le produit scalaire est égal à 0 quand les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc là l'intérêt c'est que sur S3, l'intégrale est égale à 0, puisque mon produit scalaire vaut 0. Maintenant au niveau de S1 et de S2, on va regarder ce qui va se passer au niveau de S1. Au niveau de S1, on a dit que c'était l'intégrale de E scalaire ds. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais remplacer l'intégrale sur S1, E, ici on a dit que c'était E de Z. E de Z, on a dit que c'était E de Z selon uz, et ds, ça va être le ds, mais selon le vecteur aussi uz, puisqu'on a vu que le vecteur ds était dirigé vertical vers le haut, donc ça va être ds selon le vecteur uz. Et là, on voit qu'on a uz scalaire uz, et uz scalaire uz, c'est égal à 1. Donc c'est ça l'intérêt,
ici de faire comme ça, c'est que EZ scalaire UZ est égal à 1. De la même manière, ici, pour S2, alors pour S2, attention parce que c'est vers le bas, donc ici on a E de moins Z, E de moins Z, je vais l'écrire moins E de Z selon UZ. Donc là j'ai moins E de Z selon UZ, et le vecteur ds, attention, lui c'est ds mais selon moins UZ. Donc ici j'aurai ds selon UZ, mais avec un moins que je vais mettre devant, sauf que ce moins que je mets devant, il va s'annuler avec le moins qui est issu du moins E de Z, qui est ici. Donc finalement les moins s'annulent, donc je les enlève tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Et donc finalement j'ai encore UZ scalaire UZ qui va donner 1, et donc il me restera juste E de Z scalaire ds. Donc si je simplifie, donc la simplification je vais la mettre ici, comme ça il y aura plus de place. Donc on a dit que les UZ scalaire UZ ça valait 1, donc il me reste l'intégrale sur S1 de E de Z scalaire ds, plus l'intégrale double sur S2 de E de Z fois ds. C'est plus scalaire, pardon, c'est fois. Sauf que ds, on voit que c'est une surface qui est parallèle au plan XY, puisque c'est le couvercle du haut et le couvercle du bas. Donc, dans les deux cas, mon E de Z ne dépend ni de X ni de Y, qui sont les variables d'intégration, puisque ds est selon XY, donc les variables d'intégration, ce sera X et Y. Donc les E de Z ne dépendant pas de ces variables d'intégration, je peux les sortir de l'intégrale. Donc j'ai E de Z fois l'intégrale double de ds sur S1, et E de Z fois l'intégrale double de ds sur S2. Sauf que l'intégrale double de ds, on sait que ça fait S. Donc ici, ça va me donner E de Z fois S1, et ici, je vais avoir E de Z fois S2. De manière évidente, S1 et S2 sont égales puisque c'est les deux couvercles du cylindre. Donc cette surface, plutôt que de l'appeler S1 et S2, je vais l'appeler S tout court. Donc ça me donne, je mets l'égal, E de Z fois S plus E de Z fois S, qui finalement est égal à 2 E de Z fois S. Avec S qui est la surface du cylindre. Ce cylindre, si on dit qu'il est de rayon R, j'ai le S qui est égal à pi r carré. Puisque la surface d'un disque, parce que S est un disque, la surface c'est pi r carré. Donc ça c'est pour la première partie qui est de calculer l'intégrale double de E de Z, scalaire ds, enfin de E scalaire ds en tout cas. Donc on le voit, c'est une histoire de jeu de vecteurs, et on voit l'intérêt d'avoir exprimé le E de moins Z selon le vecteur UZ avec le E de Z, et on voit qu'à ce moment-là les moins s'annulaient. Maintenant on va faire la deuxième étape, qui est de calculer Q1 sur epsilon 0. Alors Q1 sur epsilon 0, qu'est-ce que c'est? C'est le epsilon 0, bon ça c'est la constante. Donc moi ce qui va surtout m'intéresser, en fait, c'est le Q intérieur. Le Q intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est le Q, c'est-à-dire la charge qui est à l'intérieur de ma surface fermée. Or, ma surface fermée, je vois que elle va couper le plan selon, si on le fait ici, si on prolonge un petit peu le plan, donc ma surface de Gauss va de manière évidente couper le plan selon ici un disque qui va être lui aussi de rayon R. Et donc le Q1, c'est le Q contenu dans ce disque. Alors comment faire pour calculer le Q contenu dans ce disque? Tout simplement on a le sigma, et on sait que Q c'est égal à sigma fois S, avec S qui est la surface qui est coupée par le disque. Mais bien sûr, cette surface, c'est la même que celle du couvercle du haut ou du bas, parce que c'est un cylindre, donc la surface, quand on la coupe de manière perpendiculaire, c'est toujours la même. Donc cette surface est égale à pi r carré également. J'en déduis donc, si j'écris la formule, j'avais l'intégrale double qui est égale à ça, donc j'ai 2 E de Z fois pi r carré, qui est égal à Q1 sur epsilon 0. Q1, c'est sigma fois pi r carré, divisé par epsilon 0. Et donc si je simplifie le pi r carré, j'en déduis que E de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc voilà la formule que je trouve pour le E de Z. Alors, comment on va faire pour vérifier, enfin pas pour vérifier, mais pour tracer, parce qu'après on nous demandait de tracer.
Alors il faut bien faire attention que ici c'est pas terminé dans le sens où on a calculé E de Z, mais quand il était au-dessus. C'est-à-dire que là j'ai calculé le vecteur E de Z, parce que ici j'ai pas le vecteur donc je peux rajouter le vecteur. C'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois UZ. Donc là, on voit que ça va être vertical vers le haut si sigma est positif. Donc si sigma est positif, mon champ E sera bien dirigé vers le haut. Par contre, si sigma est négatif, tout ça sera négatif. Donc à ce moment-là, mon champ E sera dirigé vers le bas. Ce qui est plutôt logique, parce qu'on avait vu que pour une charge ponctuelle, le champ E est dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire ça part de la charge vers l'extérieur, alors que si la charge est négative, ça va au contraire vers la charge. Donc du coup, c'est tout à fait logique. Par contre, attention, cela n'est vrai que pour Z positif, parce que pour Z négatif, par contre, on a vu que c'était inversé, hein, c'est-à-dire ça va être vers le bas ou vers le haut, suivant ici c'est vers le haut ou vers le bas. Donc il faut bien faire attention que ça, c'est vrai uniquement pour Z supérieur à 0. Pour Z inférieur à 0, c'est-à-dire pour E de moins Z, on avait vu que c'était égal à moins E de Z, c'est-à-dire c'est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. J'en déduis, si je trace dans un repère, le E en fonction du Z. Donc pour Z positif, ça vaut Z sur 2 epsilon, sigma sur 2 epsilon 0. Donc finalement, on voit que ça ne dépend pas de Z, parce qu'au début on a dit que ça dépend que de Z, bon finalement ça ne dépend pas de Z. Et par contre, pour Z négatif, on a moins E, enfin moins sigma sur 2 epsilon 0. Et donc, ça nous donne bien une fonction qui est impaire. Donc ça, c'est si on trace le E en fonction du Z. Donc voilà un petit peu l'idée générale d'application de théorème de Gauss avec les différentes étapes. Ça c'est un des cas les plus simples, on verra dans d'autres exercices des cas un petit peu plus compliqués, notamment avec le théorème de superposition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.